Oui, merci, chers téléspectateurs de GGTV, des Gloires en Gloire Télévision. Chers amis, l'actualité l'oblige. Nous sommes en train actuellement en RDC de parler de la levée du moratoire sur l'exécution de la peine de mort. Il y a beaucoup de bruit là-dessus, ça fait débat, il y a la controverse. Et il y a même les intellectuels qui s'élèvent, les uns qui condamnent cette mesure, les autres disent non, ils souhaitent vraiment bonne chance à cette mesure sur la peine de mort. Alors, nous avons décidé d'aller à la rencontre de ceux-là qui détiennent aussi des savoirs. Raison pour laquelle vous me voyez là, votre serviteur multicolore Obekande Memouessa, au bureau du professeur, éminent professeur Ngomabine, un grand écrivain, un grand philosophe qui a écrit beaucoup de livres. Le savoir que nous avons encore ici en RDC, il va émettre son point de vue sur ce sujet. Qu'est-ce qu'il pense de cela? Et je m'avais d'abord le saluer. Bonjour, professeur Ngomabine. Bonjour, monsieur le journaliste. J'espère que vous allez très bien. Oui, très bien. Merci d'abord, professeur, pour d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie également d'avoir fait le pas vers moi. Ok, merci, professeur. Comment est-ce que, d'abord, avant que nous puissions entrer dans le vif du sujet, j'aimerais que nous puissions revenir par rapport au feu Chérubin Okende que vous avez connu. Et est-ce qu'il y a un témoignage que vous pouvez livrer par rapport à cette personnalité qui, nous venons de la RDC, vient d'une meilleure... Je pense que tout ce qu'il faut dire, c'est de la tristesse. Oui. Ce décès cause de la tristesse chez chacun qui aura non seulement connu ce jeune homme, ce monsieur fort élégant dans ses manières d'être, mais également c'est de la tristesse de voir que de telles personnes, des personnalités remarquables partent aussi rapidement, quittent notre scène politique, quittent notre vie nationale de manière aussi brutale. C'est dommage. Je l'ai connu un tout petit peu pour avoir œuvré avec nous dans certaines activités, notamment de la société civile. J'ai été chef de projet à IFES, Fondation internationale pour les systèmes des élections, et nous avons eu à le côtoyer. Il venait au bureau. Je crois que c'est à ce moment-là que j'ai eu à le connaître. Et tout récemment, vous savez qu'il suivait des cours ici à la faculté de droit à l'université de Kinshasa. Il suivait des cours pour devenir maître, pour faire son master en droit. Donc en fait, c'est des cours des DEA qui devaient amener au doctorat. C'était un monsieur, comme tous les témoignages l'indiquent, fort courtois, fort aimable. Et en tout cas pour moi, je l'ai beaucoup encouragé chaque fois que je le voyais ici à la faculté venir suivre ses cours. Je l'ai encouragé à tenir bon, à tenir le cap pour accroître davantage ses compétences dans le cadre de ce qu'il voulait suivre comme cours de droit pour devenir, pourquoi pas un jour, comme nous, enseignant à l'université ou quelque part. Voilà. Est-ce que vous avez été, professeur, inquiété des causes de sa disparition, cette cause qui est un peu controversée dans la vie sociopolitique congolaise? Les uns parlent d'un assassinat alors que la Cour de cassation avait publié les résultats, les résultats d'experts qui disent que Chérubin Okende se serait suicidé. Écoutez, vraiment, n'ayant pas d'éléments, nous ne pouvons que faire confiance aux experts et à ceux qui sont chargés vraiment de faire la vérité sur chaque affaire qui arrive, c'est-à-dire à nos institutions judiciaires. Mais tout ce qui m'inquiète, comme vous l'avez dit, c'est que ça s'apparente à ce qui s'est passé avec un autre, un défenseur des droits de l'homme, Tchébéa.
Tchébéa nous a beaucoup attristés, sa mort nous a beaucoup attristés parce que celui-là également était dans la société civile et j'ai beaucoup évolué moi également dans la société civile. Je partais le voir à son bureau à ce moment-là, c'était près de Kintambo magasin, un peu plus loin avant d'aller vers l'école des prêtres, là où le grand séminaire, Jean V3, à côté là, c'était son bureau. Je le voyais, on se voyait dans des activités. Donc, au total, je crois que c'est une erreur que nous commettons de pouvoir toujours laisser partir nos jeunes gens qui sont assez actifs et qui veulent défendre vraiment la cause juste du pays. Et chez Rubin, j'ai vu, c'est quelqu'un qui prenait des positions qui pouvaient aider le pays à mieux s'organiser, à aller de l'avant. Qui celui-là qui l'a assassiné, comment on l'a assassiné, tout ça, bon, nous ne pouvons que nous en remettre à ce qui est conclu par les pouvoirs judiciaires. Parce que, mais ce qu'il faut encourager, c'est davantage chercher, parce que les erreurs judiciaires, comme disent les juristes, peuvent advenir, donc on peut manifester la vérité même un peu plus tard, si les enquêtes continuent. On peut trouver autre chose. Pour le moment, on s'en tient à ce qui nous est dit, parce que nous n'avons pas d'éléments pour contester une décision un peu en arrêt. La justice, nous n'avons pas d'éléments d'appréciation, nous n'avons pas fait d'enquête nous-mêmes, donc nous remettons à ce qui a été dit, nous faisons confiance en nos institutions, même si on considère que notre justice est malade, le président de la République l'a dit, je pense qu'il y a un minimum de confiance qu'il faut encore le faire. C'est comme si les gens veulent c'est basé seulement sur ces discours du président Tshisekedi lors du briefing presse. Oui. La justice est malade et puis il veut maintenant tout généraliser, oui, alors qu'il y a des cas particuliers. Exactement. Là, vous avez raison. Nous savons, j'ai préfacé un livre d'un avocat, un jeune avocat qui a intitulé son ouvrage « La justice congolaise est à repenser ». Okay. C'est bien avant la parole du... Oui, c'est moi qui ai préfacé. Et c'est écrit par un jeune avocat qui s'appelle Divin Masunda. Je l'ai beaucoup encouragé dans le sens de ce qu'il fait, parce que effectivement, même si notre justice fonctionne bien, mais il y a toujours quelque part une correction possible. Elle n'est pas parfaite. Elle n'est pas non plus totalement mauvaise. Ça, on ne peut pas. Non, aussi, je crois que nous, parfois, nous exagérons. Nous exagérons. La maladie peut être bénigne, la maladie peut être grave, la maladie peut être mortelle. Mais je pense que... Comme aussi curable. Voilà. Elle est curable aussi. Parce que nous connaissons des gens qui travaillent dans la justice et il y en a qui ont une grande moralité. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur des problèmes d'éthique en général, non seulement dans la politique, dans l'économie, mais également dans le fonctionnement des institutions judiciaires. Je vous ai dit tout à l'heure que j'ai dû préfacer un ouvrage, comme j'en ai préfacé d'autres aussi, qui travaillent dans le domaine du droit. Bon, il faut plutôt dans toute chose garder la mesure nécessaire et surtout encourager la justice à aller de l'avant. Et vous savez, j'ai dit quelque part d'ailleurs dans un texte que je suis en train d'écrire, c'est que si un corps est malade, il est à l'hôpital, mais ce n'est pas à lui de se soigner, en tout premier lieu, c'est les autres, ce sont les médecins qui doivent le soigner. Et essentiellement, ici, qu'on ne se cache pas, aussi notre justice présente des défaillances. Des défaillances, des symptômes, des signes de maladie, etc. Mais il faut y apporter correction. Et entre autres corrections, qu'on le veuille ou non, c'est des conditions de travail. Quand tout récemment, je apprenais que
pour que les magistrats trouvent même un lieu de travail, vous voyez, leur bureau. Ils doivent se cotiser. Ils doivent se cotiser pour aller créer, pour aller prendre un conteneur ou tout ça, mettre là. C'est abominable, ce n'est pas possible. Comment voulez-vous que notre justice soit la meilleure possible, celle que nous souhaitons, si même leur propre bureau, c'est eux qui doivent pouvoir aller chercher, et d'autres travaillent sous des arbres, d'après ce que certains racontent, même les magistrats. Donc je pense que nous devons aider un corps malade à pouvoir effectivement être guéri. Les salaires, ça n'en parlons même pas. Non, nous ne mettons pas toujours, ça ce n'est pas simplement depuis ce régime, mais depuis longtemps, nous ne mettons pas dans les conditions idéales ceux qui travaillent pour la justice, tous ceux comme ceux qui travaillent dans l'enseignement, ceux qui travaillent pour pouvoir donner de la force intellectuelle à la jeunesse. Nous ne les prenons pas en considération. On pense que toutes les rémunérations, toutes les richesses du pays doivent aller chez les acteurs politiques. Les députés doivent avoir 33 000 $ et d'autres, même pas 100 $. C'est unique, ce n'est pas possible. Aucun pays au monde ne peut faire des choses comme ça, accepter de tels écarts. Hein? Je crois que donc, nous ne devons pas nous étonner que notre justice soit malade si nous n'apportons pas le médicament nécessaire. Professeur, la dernière question avant que nous puissions vraiment entrer dans la trame, dans les vifs de notre rencontre. Il y a ce qui inquiète un peu les communs des mortels. Surtout, hier, nous avons suivi l'archevêque de Kinshasa, Fridolin Ambongo, qui a dit que si Chéribert Okende, l'élu député qu'il était, l'ancien ministre qu'il était des Transports et des Voies des Télécommunications, est mort dans ces conditions, a fortiori les citoyens lambda. C'est ça un peu ce qui inquiète. Est-ce que vous ne voyez pas dans ça un problème majeur d'insécurité, mais d'insécurité dans notre pays qui... Oui, bien entendu, c'est tout à fait obvious, c'est tout à fait clair et net. L'insécurité, ce n'est pas simplement à l'est du pays, l'insécurité, ce n'est pas simplement les Koulouna, ce n'est pas simplement... Mais en pleine capitale, en pleine journée ou la nuit, mais en pleine capitale, l'insécurité, là, elle a... ça, c'est... le banditisme existe. Si c'est... Bon, c'est à déplorer. Ce sont des choses qu'il faut... auxquelles il faut apporter remède, bien entendu, parce qu'elles existent. L'insécurité, la criminalité, elle est là et il faut la déplorer. La déplorer, mais il faut aller plus loin. Ceux qui sont chargés de combattre la criminalité, ils doivent le faire et le faire avec efficacité. C'est normal. Donc, Monseigneur Ambongo, cardinal, il a raison de pouvoir se plaindre comme tous et de dénoncer comme nous tous. N'importe qui, le président de la République doit dénoncer de telles criminalités et doit combattre de telles criminalités. Personne ne peut accepter cette immoralité qui se perpètre non seulement sur les petits messieurs, la nuit, qui sont vandalisés, qui sont attaqués, violés, violentés, mais également sur des grandes personnalités qui sont assassinées ou qui se donnent le suicide. Pourquoi? Pour quelles raisons? Là, je crois que personne, et socialement et politiquement et surtout moralement, de façon éthique, personne ne peut accepter ça. Vous savez, nous travaillons essentiellement dans le cadre de la morale, de la moralisation de la société. Une société sans valeur morale est tout à fait une société morte. Morte. Si toutes les valeurs meurent, sachez que c'est la mort de la communauté elle-même. Et donc nous, un tout petit peu, les philosophes moralistes et politiciens, philosophes politiques et les pasteurs qui prêchent l'évangile, l'amour des autres, qui disent que le tout premier commandement ou le 40e, il ne faut pas tuer. Ben, il ne faut pas tuer. Nous sommes des gardiens de la moralité dans la société. Encore une fois,
une société qui perd le sens de la moralité, c'est une société qui va en déperdition. Et là, nous ne pouvons que déplorer ce qui est arrivé à notre frère, à notre compatriote, Chérubin Okende. Merci beaucoup, professeur Mabinda, pour la première partie de cette émission. Nous entrons dans la deuxième partie qui va consister sur la levée du moratoire sur l'exécution de la peine de mort. J'aimerais d'abord, professeur, en des termes clairs, vous puissiez vous adresser à une population, les gens qui nous suivent, qu'ils comprennent vraiment. Donc, ne vous adressez pas aux intellectuels. Aidez-nous à vous adresser au petit peuple, qu'ils comprennent, mais en français facile, qu'est-ce que cela signifie. On a levé les moratoires sur l'exécution de la peine de mort. Donc, nous aimerions que vous puissiez nous aider vraiment à éclairer les lanternes de l'opinion. Ce sera très, très important. Merci beaucoup. Mais la levée du moratoire, le moratoire signifie la suspension de l'exécution de quelque chose. Et la peine de mort avait été suspendue dans notre pays, l'exécution. Oui. Elle est là dans les textes, notamment dans le code pénal, mais le code pénal militaire et d'autres, mais on n'exécute pas, même si on vous a condamné, on n'exécute pas. Ça, c'était le moratoire. Depuis 2003. Voilà. Mais maintenant, on a levé cette suspension-là de l'exécution de la peine de mort, de la peine capitale. Personnellement, si je dois donner un avis sur cette question, totalement très conversée, très controversée, je dois dire que dans certaines circonstances et pour certains crimes, il faut absolument la peine de mort. Ce n'est pas maintenant que je tiens cette position, c'est dans plusieurs écrits de mes écrits que j'ai avancé cette position. Pour certaines circonstances. Certaines circonstances, bien entendu. C'est-à-dire des circonstances où on considère que l'acte des crimes commis par l'inculpé est d'une gravité telle que il faut, pour pouvoir le sanctionner, il faut la sanction la plus forte possible. La loi indique que, par exemple, la trahison, vous êtes en guerre, mais il y a des gens qui sont avec nous, qui coopèrent avec l'ennemi, qui travaillent avec l'ennemi, qui donnent les positions de votre armée, qui devait pouvoir... Là, c'est totalement inacceptable. Inacceptable. Pour moi, ça mérite la peine de mort. C'est la seule peine qui puisse effectivement faire en sorte que, tant soit peu, on dissuade les traîtres, qu'on dissuade des criminels, parce que ce sont des criminels. Un traître, c'est un criminel. C'est une question, comme je disais, controversée, qui implique les opinions et des juristes, en dernier lieu, les juristes, mais en amont, c'est des moralistes et des philosophes. C'est une question philosophique. Effectivement, d'abord, dans toutes les sociétés humaines, la toute première peine qui a été infligée, c'est parfois l'ostracisme, c'est-à-dire on vous écarte de la société, vous allez vivre ailleurs, vous allez en exil, mais également la peine de mort a existé dans toutes les sociétés humaines parce qu'on a trouvé que certaines des infractions étaient tellement graves que la seule possibilité, c'est vous mettre à mort, mais ce qui est également, qui était également redouté, c'est la manière de mettre à mort. Oui. Soit après une grande torture, soit, vous voyez, Jésus a été mis à la croix. C'était une peine de mort assez odieuse, oui, comme on dit pour le moment. C'était terrible. Donc il faut affiner, un petit peu aux États-Unis, il y a
peines capitales qui étaient par pendaison, mais maintenant par soit chaise électrique, vous mettez sur une chaise électrique, maintenant on allège peu à peu, c'est par une injection d'un petit poison, vous allez tranquillement au ciel ou en enfer si vous avez eu trop de péché, vous allez tranquillement, là oui, et sincèrement pour parler avec beaucoup de sérieux, moi je pense que la peine de mort doit être appliquée. Il y a une controverse intellectuelle assez abondante. Il y en a qui pensent que c'est odieux, oui. C'est mauvais, c'est vraiment criminel, c'est ça que je voulais dire, mais on est en train de... Surtout les opposants qui indexent du doigt les régimes de Tshisekedi pour avoir pris cette mesure-là. Oui, sur cette question-là... Je pense que ce sera un règlement des comptes. Oui, non, je ne crois pas que c'est un règlement des comptes, c'est une question essentiellement de la justice. Si il y a une espèce d'indépendance de la magistrature, il y a une espèce de séparation des pouvoirs, tout s'en remet à la justice, aux institutions judiciaires. Et là, je ne crois pas que c'est là que se ferait effectivement une sorte de règlement de compte, etc. C'est bien, je peux être naïf, je peux me tromper, mais je crois que c'est pas ça véritablement la cause du refus, l'élément fondamental de la cause du refus de la peine de mort. Il ne faut pas politiser tout. Tout ne doit pas être politisé, notamment la peine de mort comme telle. Quand quelqu'un a commis un crime, qu'il soit de l'opposition ou il doit pouvoir être sanctionné. Et vous savez qu'il n'y a pas que ceux-là qui sont dans l'armée qui doivent être sanctionnés, par exemple, de peine de mort lorsqu'ils auront commis des crimes graves, des trahisons ou carrément d'attentats sur leur propre chef au front. Ben, là, il faut. Donc, nous avons quand même une petite dose d'intelligence et de discernement pour pouvoir si celui-là a réellement commis un crime qui mérite la proportionnalité qu'il faut ou quoi. Et je ne crois pas que nous ayons été ramenés au point où on ne peut plus penser du tout. Non. Il y a moyen de discerner, voir que si un tel a commis tel crime et cela est bien établi en dehors de tout doute raisonnable, alors là, il faut appliquer la peine proportionnelle qu'il faut. Et la peine proportionnelle pour les criminels avérés. Et quand c'est bien établi, objectivement, moi je pense qu'il faut la peine de mort. Et cette peine de mort doit également être appliquée à quiconque vole massivement l'argent du pays. Vous savez, quand vous volez l'argent du pays... Comment ça? Oui, absolument. Vous savez combien quand quelqu'un vole $1 million, mais 10 millions, 100 millions de dollars. Beaucoup seraient déjà... Il faut ça. Et dans certains pays... Parce que dans notre pays, on sait combien l'IGF est en train d'extirper beaucoup de magouilles. Oui, ils ne se convertissent pas, ils ne cessent pas. Pourquoi? Mais parce qu'on ne les sanctionne pas comme il faut. J'ai dans mes écrits préconisé et la peine de mort pour ceux-là qui voleraient, par exemple, plus d'1 million de dollars. Parce que quand vous volez $1 million, vous faites mourir, c'est-à-dire vous condamnez à mort des milliers et des milliers de familles. Si vous volez 100 millions de dollars, 10 millions de dollars, mais c'est des milliers et des milliers de familles que vous condamnez à la mort. Okay. Donc, il faut absolument sanctionner. Pour les voleurs aussi. Ah oui, tous les voleurs. Okay. Vraiment, quand la justice a bien fait son travail, établi que celui-là a dépassé le seuil, et pour ça, telle peine est prévue, il faut l'appliquer. On doit prévoir une fourchette de montants. Oui. Si vous dépassez un tel montant, absolument. La proportionnalité et de peines et de délits. Et le barème des sanctions doit être bien établi. Si vous volez autant, votre peine, ce sera l'emprisonnement à vie, ce sera la confiscation, non pas générale. Je n'aime pas le mot général qui est appliqué dans nos lois ici, qui est institué dans nos lois. Moi, je parle de la peine de la confiscation universelle.
de vos biens. Quand vous avez volé des biens, on vient, on prend tout ce qui est dans votre maison, on prend tout, y compris les chaussettes et je sais pas quoi. Venez à la justice établir que les chaussettes, je les ai volées je les ai acquises avec de l'argent acquis de façon licite. Ok, très bien. Venez établir cela. Et on va vous restituer vos chaussettes, vos chemises, vos maisons, si vous parvenez à démontrer que, effectivement, cela, c'est bien, je les ai acquis de façon honnête. Autrement, on vous confisque tout. C'est ce que j'appelle la confiscation universelle, pas simplement générale. Parce que général, il y a comme une sorte de complaisance ou de laxisme dans la sanction. Mais on vous prend tout, y compris tout ce que vous avez acquis avant le vol. Venez démontrer au tribunal, il y a là comme une présomption de culpabilité qu'il faut infliger aux gens, aux présumés voleurs, et qu'ils ont volé même ce qu'ils ont eu avant. C'est un peu comme ceux qui viennent de voler les machines à voter ici. Oui. Ceux-là, s'il est établi qu'ils ont volé les machines à voter, ils ont détourné, c'est que auparavant même les élections qu'ils ont gagnées auparavant doivent être mises en doute. Oui. Doivent être justement. C'est ça, la fraude corrompt tout, même ce qui était avant. Ça doit pouvoir être pris en compte. Donc nous sommes dans notre pays avec beaucoup trop de corruption, trop de complaisance. Vous voyez, quand on parle de corruption, c'est-à-dire il y a la complaisance, c'est-à-dire il y a non-respect des lois. La loi qui dit que vous ne pouvez pas voler les biens de l'État, etc., etc. Donc, nous avons l'obligation, si nous voulons véritablement bâtir un pays qui progresse, un pays fort, un pays puissant, qui fasse le poids contre des ennemis extérieurs, nous devons d'abord être à l'intérieur un pays pur moralement et dur sur le plan de respect des lois et des valeurs. Merci, professeur. Mais il y a la question de l'opportunité de cette mesure. Est-ce que c'est vraiment une mesure opportune? C'est ça le problème. Mais aussi les erreurs judiciaires. Nous prenons seulement les cas on connaît dans notre pays, il y a des gens qui ont été condamnés du temps de Kabila. Mais aujourd'hui, ils sont libres. Alors, admettons qu'à cette époque-là, si on les avait tués, alors aujourd'hui, ils seraient libres. Donc, est-ce que les erreurs judiciaires dans toutes ces démarches-là ne peuvent pas influer sur les décisions? Vous avez posé la première question concernant l'opportunité de la levée du moratoire. Je pense que les autorités militaires, du moins qui sont au front, et ça et là qui travaillent contre tout ce qui nous arrive à l'Est, doivent avoir su qu'il y a bel et bien opportunité à pouvoir lever la mesure du moratoire. C'est-à-dire qu'il y a bel et bien des traîtres au niveau de notre armée, et des traîtres, et quand on entend et on voit certaines vidéos qui nous parviennent, vraies ou fausses, mais il faut savoir qu'il y a bel et bien des traîtres. Et un traître contre votre propre pays, contre l'action que vous voulez mener pour donner de la paix aux populations, aux citoyens, aux compatriotes qui souffrent énormément. S'il y a des traîtres qui prennent 50 000 $, 10 000 $, 20 €, qui vont vendre des minerais auprès de l'ennemi ou ailleurs, là c'est moralement inacceptable et humainement simplement inacceptable. Donc c'est cela, je crois, qui a donné qui a fait la nécessité de pouvoir rétablir plutôt la peine de mort. Et entre parenthèses, je voudrais vous informer que la demande de la levée du moratoire a été faite le 9 février 2004. Le 9 février. Conseil des ministres. Oui. Et le même jour, à Paris, le même jour, Mouret, à l'époque, oui. Mouret, le même jour, le 9 février 2004, le plus grand défenseur des droits de l'homme qui est arrivé à
faire abolir la peine de mort en France. Il s'appelle Robert Badinter, il fut professeur de droit, il fut ministre, il a occupé et beaucoup de fonctions. Il est mort le même jour-là. C'est quoi là? C'est une sorte de coïncidence et c'est ça qui m'a amené à pouvoir reprendre une réflexion que j'avais déjà commencée, qui a même déjà été publiée dans l'un des livres. J'ai même le livre ici, sur la philosophie du droit politique. J'ai repris cela et pour le moment, vous avez bien fait de venir me voir parce que j'ai réfléchi vraiment en profondeur, de telle manière que je me fasse ma propre conviction, comme un peu les juristes disent, mon intime conviction sur l'opportunité de la levée du moratoire. Et là, ma conviction, je l'ai donnée tout à l'heure, que je me suis faite, c'est qu'il nous faut vraiment la peine de mort parce que il y a des compatriotes qui sont tellement mauvais que, comme me le disait un ami tout à l'heure là, ils sont même plus sataniques que Satan. Parce qu'ils peuvent trahir leur pays à cause simplement des $5 000, des $10 000. Voyez, c'est odieux. Quand vous trahissez votre pays, vous condamnez à mort des centaines et des centaines de vies humaines. Et non seulement ceux qui sont à l'est du pays où il y a la guerre, mais même ailleurs. Parce que la peine de mort, même si on dit, vous avez donné tout à l'heure vous avez cité également les erreurs judiciaires, mais je continue sur l'opportunité. Même s'il y a le fait que la peine de mort, comme on dit les gens, ça ne dissuade pas, c'est-à-dire ça ne supprime pas les infractions ultérieures qui peuvent survenir. Même si vous condamnez des gens à mort, d'autres vont encore commettre le même crime. Mais il y a deux choses, il y a deux réponses à cela. La première, c'est que, qu'on le veuille ou non, la peine de mort dissuade plus que toute autre peine, par exemple la condamnation à perpétuer, oui, y compris même si c'est assorti des peines des travaux forcés. Mais la peine de mort, elle est la plus crainte, la plus redoutée. Personne ne veut l'accepter, personne ne veut être tué. Même s'il est le criminel lui-même, il a tué plusieurs gens, mais quand on dira qu'on veut, doit être condamné à mort, il va demander pardon, il va demander la clémence. Donc, cela même, parce qu'elle est la plus redoutée, cela donne raison à ceux-là qui veulent maintenir cette peine, de pouvoir la maintenir, effectivement, parce qu'elle est la plus redoutée. Elle est la plus dissuasive. Vous n'êtes pas la parole, c'est ce que vous allez enchaîner avec les erreurs judiciaires. Oui. Mais avant 2003, on a vu dans ces pays des traîtres, des gens prendre des armes, alors que pendant ce temps-là, on était toujours dans... On avait la peine de mort était en vigueur. C'est en 2003 qu'on a levé ça. Mais est-ce qu'il y a eu des effets vraiment palpables sur le terrain? Là, il y a encore deux choses qu'il faut faire. Et c'était effectivement appliqué, cette peine-là. Il faut voir si elle était réellement appliquée. Deuxièmement, il faut voir si réellement, comme on le dit, si la justice a bien fait son travail. Si la justice n'était pas là, n'était pas complaisante, laissant passer les criminels les plus odieux du monde, de notre pays, simplement là. Voyez, donc tout doit commencer par la justice. Si la justice dit que celui-là ne doit pas aller, ne doit pas encourir la peine de mort, ben, qu'est-ce qu'on peut encore faire? Donc la justice doit faire ça, pourvu que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la justice soit effectivement indépendante. Oui. Et que la justice ait les moyens efficaces, les plus efficaces et les plus modernes pour pouvoir établir les crimes dans le contexte actuel moderne. Nous ne sommes plus dans le contexte du village où tout le monde voit tout le monde. Là, il y a une espèce
de transparence tout à fait autre. Dans le cadre des grandes villes, dans le cadre du monde, les crimes sont commis dans le noir, dans l'opacité totale, c'est difficile. Et pour cela, il faut d'autres outils. Et c'est pour cela que il faut revenir à ce que vous dites, la possibilité d'erreurs judiciaires. Partout au monde, il y a des erreurs judiciaires, effectivement, mais qui sont de plus en plus diminuées grâce au perfectionnement des outils et des techniques d'enquête, des outils et des techniques d'établissement de la vérité. Vous voyez, même jusqu'il n'y a pas longtemps, en Europe et aux États-Unis, il n'y avait pas de recours à l'ADN. Mais de plus en plus, donc, on est en train de diminuer. Et je dis, si vous voulez condamner quelqu'un à mort, soyez certain d'avoir fait recours à toute la technologie moderne et avoir la conviction évidente avec des preuves. Mais non, il y en a ici. Il y a des techniques qui arrivent ici. Allez voir la police criminelle. Ils ont de la technologie nécessaire. Vous voyez un peu sur Flambeau, je crois, il y a leur école, je crois, ou leur laboratoire de justice. Donc, je veux dire simplement qu'il faut établir effectivement les preuves les plus solides possibles. On ne va pas condamner les gens à la légère. Parce que simplement vous avez vu qu'il est passé par là, donc comme il est passé par là, donc c'est lui le coupable. Non! Il faut interroger, établir la vérité avec toutes les preuves nécessaires, tous les moyens nécessaires, les plus objectifs possibles. Qui ne laissent pas de doute en-delà du raisonnable ou en-deçà du raisonnable. C'est cela qu'on demande. Autrement, il y a eu des erreurs judiciaires aux États-Unis et les pays où la technologie est avancée, ou encore aux pays où le racisme est très odieux et grave contre les Noirs. Et là, on ne parlera même pas de justice, plutôt d'erreurs judiciaires dans le cadre de la condamnation à mort des Noirs. Là, c'est une idéologie raciste contre les Noirs et pour lequel, les juges pensent que c'est un Noir, il faut le condamner absolument. Voyez, là, ce n'est pas une erreur judiciaire, c'est simplement une idéologie raciste judiciaire qui condamne les uns c'est un peu comme on disait, comme La Fontaine le disait, c'est là que vous serez blanc ou noir, le jugement de la cour vous rendra blanc ou noir, sain ou sauf, etc., aux condamnés. Voilà, donc les erreurs judiciaires, il faut les minimiser, absolument, et dans tous les systèmes. Il n'y a pas que ici où il peut y avoir des erreurs judiciaires, je vous le dis, en Europe, aux États-Unis, dans tous les pays d'Asie, il peut y avoir une erreur judiciaire, mais premièrement, il faut éviter, grâce aux technologies les plus modernes, et deuxièmement, il faut prendre tout le temps nécessaire pour ne jamais condamner les gens à la va-vite, avec légèreté. Là, ça ne serait pas de la justice. Professeur, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Et une toute dernière question, c'est est-ce que la levée du moratoire sur la peine de mort peut être considérée comme une avancée sur le plan des droits dans notre pays ou bien un recul? Oui, c'est surtout cette idéologie des droits de l'homme, je parle d'idéologie des droits de l'homme, qui est avancée au niveau justement de ceux-là, essentiellement des Occidentaux, qui, coûte que coûte, imposent leur manière de voir les choses, leur manière d'apprécier et les circonstances et les moments. En fait, des allusions à l'Union européenne et quatre autres ambassadeurs qui viennent d'afficher leur position classique vis-à-vis de ces moratoires. Oui, ils peuvent le faire, mais ça ne peut que s'attendre à cela. Okay. Parce que c'est leur idéologie. Vous savez, mon frère, eux, ils n'hésitent pas à aller massacrer des gens. La guerre, c'est la plus grande occasion de violation des droits de l'homme, notamment de la peine de mort.
de la sacralité de la vie humaine. Quand vous allez exploiter les pays pauvres avec les matières premières et en massacrant les populations, vous ne violez pas les droits de l'homme. Les plus grands hypocrites en matière de respect des droits de l'homme sont des Occidentaux. Je le dis avec conviction, avec fermeté. Je ne suis pas d'accord avec eux. C'est toujours eux. Vous verrez bientôt, ils vont nous imposer encore les droits de l'homme, de l'homosexualité, de mariage pour tous, etc. Tout cela. Parce que simplement, ils ont la parole dominante, ils ont les finances et qu'ils volent encore au tiers-monde. Et qui s'approprient. Et avec ça, ils viennent financer les organisations des droits de l'homme. Il n'y a pas d'avancée des droits de l'homme chez eux. Tant qu'il y a cette propension à la guerre, au vol, à l'exploitation, à la colonisation des autres peuples, il n'y a pas d'avancée des droits de l'homme, du respect des droits de l'homme chez eux. Donc ils ne peuvent pas nous donner des leçons quant au respect des droits de l'homme. Nous regrettons, mais et vous regardez ce qu'il faut à travers le monde. Et les États-Unis et tous les pays européens, y compris la Russie, ce qu'ils font. Quand on massacre la guerre, Israël, la guerre, c'est toujours une violation des droits de l'homme. C'est une peine de mort qu'on infuse à des innocents. S'ils veulent qu'il n'y ait pas qu'il n'y ait pas de violation des droits de l'homme ici, qu'ils commencent par eux-mêmes, qu'ils suppriment carrément leur droit qui se donne, le droit de la guerre, le droit d'aller agresser les autres, aller massacrer des millions et des millions. Nous avons perdu combien de gens dans l'Est de notre République jusqu'à présent? On parlait des millions, de 10 millions. 10 millions. Il y en a qui parlaient de 12 millions. Qu'est-ce qu'ils font pour empêcher cette peine de mort-là qu'ils infligent à des innocents? Ok. Non, moi, vous savez, c'est pour moi... si il existait un Dieu de la justice, si le Dieu de la justice existe, il doit commencer par faire taire tous ces pays occidentaux qui viennent parler de cette manière-là, donnant des leçons à n'importe qui. C'est eux les premiers violateurs, ou même les violeurs des droits de l'homme dans ce monde. Nous ne pouvons pas continuer à accepter tout ça. Ils doivent cesser d'être hypocrites. Qu'ils allaient parler à Kagame qui est en train de violer les droits de l'homme en chassant les gens de leur terre. Quand vous chassez quelqu'un de ses terres de vie, d'existence, vous le condamnez à la mort. Vous lui ravissez tout alors. Vous le condamnez à la mort. Alors comment... Non, vous voyez, dans le monde... ne faites pas confiance à tous ces gens, nos frères, qui continuent, qui voudraient continuer à nous coloniser mentalement. Ne penser qu'avec leur manière de penser. Ils nous apportent de bonnes choses, des bonnes idées, ça je le reconnais. Je suis intellectuel et il faut être objectif. Mais certaines choses, il faut absolument les contester. Ou le regarder simplement avec une espèce d'ironie ou de sourire narquois. Un point, un trait. Okay. Parce que si vous acceptez tout, mais viendront vous dire que le droit qu'ils ont, c'est de venir prendre jusqu'à votre lit à la maison, dans votre chambre, et puis ça c'est les droits de l'homme, protéger les droits des autres. La RDC est agressée par les Rwandais. On n'a pas vu ces pays se réunir, faire un communiqué comme ils ont fait ça hier. Mais à propos de la levée du moratoire... Je n'ai même pas suivi ce point de presse. Ils ont fait un point... Ils ont fait un communiqué. Un communiqué disant quoi? Ils sont contre la levée du moratoire. Et moi, je suis pour la levée du moratoire. Et au nom de l'humanité et de la dignité de l'homme simplement tout court. Hein? C'est qu'on fait à l'Est, ce qu'il faut pour pouvoir avoir les coltans ou je ne sais pas, des richesses minières de l'autre côté, dans l'Est du pays. Mais ça entraîne énormément de condamnations des gens à la mort. Qu'est-ce qu'ils font? Sinon, tuer des populations entières. Non, ne croyons pas à ces gens-là. Laissons tomber ça. Et pour cela, nous devons être forts. Nous, ce pays, nous devons être forts pour que nous aussi, nous puissions à la fois imposer nos propres décisions et pour que nous puissions à la fois nous opposer à ce que cela veut nous imposer.
Donc, vraiment, ça fait de la peine de pouvoir connaître, que de pouvoir savoir que les autres ne veulent pas que nous soyons forts, ne veulent pas établir la moindre petite justice dans les relations entre les gens. En quelques secondes, votre mot de la fin, professeur Mabinda, un petit résumé par rapport à ce que vous venez de dire, puis un message que vous vous adressez. Le message, c'est simplement, j'encourage le gouvernement qui a pris la décision de lever le moratoire, et j'encourage ceux de la justice qui doivent établir, justice civile ou justice militaire, qui doivent établir les faits, les crimes ou pas qui arrivent, de le faire avec beaucoup d'honnêteté, beaucoup d'objectivité, beaucoup d'impartialité. Et si on établit qu'effectivement il y a bel et bien un crime qui a été commis, infraction très grave, par exemple de traîtrise ou de détournement d'un certain nombre de millions de gens qui pourraient entraîner à la vie, à la mort, ou plutôt à la mort de plusieurs vies humaines, eh bien, il faut appliquer cette sanction-là. Donc, ne reculons même pas jusqu'au moment où, effectivement, nous allons établir que la paix revient, que la traîtrise recule effectivement, et que nous voyons que les gens respectent les valeurs humaines. Autrement, circonstanciellement, en tout cas, la levée de la peine ou de l'exécution de la peine de mort est tout à fait opportune. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, chers auditeurs et puis chers lecteurs. Vous avez été nombreux à nous suivre. Merci de votre fidélité. Continuez à nous suivre. Cette émission, cet entretien, tel que je l'avais dit dès la table de cette émission, vous allez le suivre d'abord sur la chaîne de télévision Gloire en Gloire, GGTV. Nous sommes sur TNT et BlueSat. Merci, c'est un grand plaisir pour moi de vous recevoir. Merci beaucoup, professeur Mouamida, pour votre disponibilité. Oui, je vous remercie également. Vraiment, l'occasion que vous m'avez donnée à pouvoir donner mon point de vue, parce que je vous ai dit, c'est une controverse qui date de très longtemps. Des philosophes, des juristes, des moralistes qui discutent. C'est depuis longtemps. Les Emmanuel Kant, les Beccaria, qui est souvent juriste italien, qui est souvent évoqué ou invoqué ou même convoqué dans les discussions, qui pensent que c'est odieux de pouvoir tuer, mais il reconnaît qu'il y a des circonstances dans lesquelles on peut, il y a deux motifs d'ailleurs qu'il indique, Beccaria, qu'il indique que pour pouvoir exécuter la peine de mort, c'est notamment la traîtrise, notamment la récidive, c'est-à-dire la répétition des mêmes choses, des crimes très 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 graves qui sont commis, et la possibilité de pouvoir se retourner contre son propre pays. Donc, c'est dommage, mais si ça peut dissuader, ne fût-ce une personne, deux personnes, à pouvoir trahir son pays, moi, je pense que la levée du moratoire sur l'exécution de la peine de mort est bienvenue. Si ça peut persuader, et je suis sûr que ça peut dissuader quelques-uns de ceux-là qui sont enclins ou qui sont tentés de pouvoir trahir leur pays. Merci beaucoup. Ciao. On se retrouve à plus tard.